Donc, je suis Vincent Collat d'Humanis. Je suis à la direction de la communication et la communication interne et je m'occupe de l'intranet collaboratif et du réseau social interne d'Humanis. Jean-François Chtebowski, je suis consultant chez INAD Conseil et j'interviens chez Humanis depuis 4 ans sur 2 projets Liferay, l'intranet et le portail des administrateurs. Alors, on va aller très vite puisqu'on a un peu moins de temps que prévu. Donc, Humanis, c'est un groupe de protection sociale qui fait de la mutuelle santé, de la prévoyance, de l'épargne salariale et surtout, on gère la retraite Agir Carco de pas mal de salariés du privé. En l'occurrence, pas loin de 10 millions de personnes protégées, que ce soit au niveau de la retraite ou alors au niveau des mutuelles santé. Alors, Jeff, moi, je crois qu'à l'époque, tu m'avais demandé ce que c'était un portail. Donc, moi, voilà, il me semblait que c'était ça. Mais je crois que je me suis peut-être un peu trompé. Ouais. Alors, on la refait pas, hein, mais bon. Donc, si toi, tu me demandes un portail, voilà, je te donne un portail. Ouais, mais un portail, finalement, c'est plutôt ça, non? Oula, ça, Vincent, c'était il y a des années-lumière, hein. Ah oui, alors c'est ça, non? Non, ça, c'est plutôt le portail de Stargate, mais on se rapproche un petit peu de ce que tu demandes. Aujourd'hui, un portail, c'est ça, mais j'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais un portail et quel était ton besoin. Ah, alors ça, c'est vrai que c'est une vieille histoire. Ça fait 4 ans, donc on a fusionné entre 3 entreprises pour donner Humanis. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait besoin d'un portail. Alors, je fais juste une petite parenthèse. C'est qu'on a Brian a beaucoup parlé de culture client. Et je pense que c'était très intéressant. Nous, on va parler essentiellement de culture client, mais client interne. Donc, nous, on est sur la partie d'un retour d'expérience qu'on va vous donner sur comment on a construit notre intranet. Alors, c'était assez facile puisqu'on parlait quasiment de zéro. On partait de très loin. Et donc, l'objectif, c'était de créer un intranet unique. Et en même temps, on était en pleine fusion, donc de créer un élément de convergence vers une culture d'entreprise commune. Et bien évidemment, c'était dans l'air du temps, c'était il y a 4 ans, donc aux alentours de 2012-2013. Il fallait aussi construire, puisqu'on était avant que sur 3-4 sites dans les différentes entreprises, et là on avait une 50aine de sites, donc il fallait aussi qu'on arrive à construire un outil collaboratif qui nous permette de mieux travailler ensemble. Alors ensuite, on a eu l'aide de Jeff qui va nous expliquer. Alors là, on est en 2012, hein, il faut choisir une solution pour implémenter notre intranet. Et des solutions pour implémenter des intranets en 2012, il y en avait une 30aine. Donc là, il n'y a pas toute la liste. Mais il nous fallait une solution qui nous permette de faire à la fois donc, du CMS pour diffuser l'info corporate du groupe, du travail collaboratif, et aussi de mettre en œuvre un réseau social. Alors, on a pu établir une shortlist des solutions qui se proposaient à nous à l'époque. Ensuite, il nous a fallu élire la solution. Donc, on a travaillé avec nos amis de l'architecture fonctionnelle et technique pour établir une grille de choix sur différents critères. Le coût de la solution, son périmètre fonctionnel, les retours d'expérience client. Et la solution qui a été élue à l'époque, donc c'est Liferay, dans la version 6.1, entreprise, pour pouvoir bénéficier donc du support Liferay, mais aussi des patchs de sécurité. Alors juste avant le choix de Liferay, je me souviens à l'époque, mais les équipes de la DSI nous avaient dit, écoutez, Liferay, ce qui est bien, c'est que ça fait, il n'est pas spécialiste dans un domaine particulier, c'est un peu ce qu'a dit Brian tout à l'heure, mais c'est qu'il fait tout à peu près bien ou très bien. Donc nous, on s'est dit, chouette, ça va nous permettre de pouvoir toucher un peu à tous les pans, que ce soit du CMS, du collaboratif, du portail, etc. Donc ensuite, on est parti vers la phase de construction. Donc il fallait qu'on connaisse un petit peu mieux notre besoin. Donc on a réalisé des études qualitatives et quantitatives. Donc qualitative, ça passe par des interviews de nos dirigeants et des utilisateurs clés. Et quantitative, donc on a créé des formulaires en ligne pour mieux connaître le besoin de nos utilisateurs et leurs demandes par rapport à l'intranet. Donc ensuite, on a très vite pu démarrer des ateliers entre la MOE et la MOA pour définir notre stratégie projet. Suite à ça, on s'est rendu compte qu'on connaissait pas très bien
tout ce qui tournait autour du travail collaboratif. Donc on a mis en place un pilote qu'on a déployé à 300 utilisateurs. C'est du Liferay natif à 90%. Grâce à l'aide de Smile, donc qui sont ici présents. Et donc ça nous a permis d'avoir un premier retour d'expérience sur cette partie. Suite à ça, on a construit donc notre équipe d'intégrateurs Liferay. Donc dès le début, ce qui est important, c'est de s'entourer d'experts. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que très vite, on va être amené à faire des choix stratégiques par rapport à la solution. Est-ce que je dois utiliser les rôles, les organisations, combien je dois créer de rôles ? Bref, dès le début, on a des choix structurants à faire. Et donc nous, il fallait que toute l'équipe monte en compétences, donc on avait besoin de faire appel à des experts Liferay qui nous aident justement sur ces choix stratégiques. Tout à fait. Donc ensuite, on a travaillé sur la partie design avec une agence web qui s'appelle Smart Agence. Donc ça fait plusieurs propositions, on a choisi une, et dès cette étape, on a fait intervenir donc notre équipe d'experts. Pourquoi ? Parce que on travaille sur une solution qui a un existant, et on doit se baser donc sur le mécanisme des portlets, et donc il fallait encadrer la créativité de l'agence web. Alors maintenant qu'on a une équipe, on a une trajectoire et on a le design, on va commencer à écrire les spécifications. Donc il fallait qu'on démarre très vite, on savait pas encore exactement là où on allait. Donc on était un petit peu tenu par les délais, on a essayé de travailler avec la méthode agile. C'était la première fois qu'un projet utilisait cette méthode chez Humanis. Donc on a écrit des user stories, qui sont des cas d'utilisation fonctionnelle, qu'on a trié, qu'on a inclus au sein d'une product backlog, donc c'est la liste des user stories triées par ordre de priorité. Oui, c'est la liste au Père Noël, quoi. On veut. Tout ce travail, c'est notre product owner qui l'a fait. Donc c'est la personne qui a la vision du produit et qui donc écrit des user stories, les trie par ordre de priorité en fonction de différents critères. Donc la valeur métier d'une user story, son coût, mais aussi qui prend en compte les contraintes de l'équipe de développement qui sont remontées par nos experts. Oui, ça c'est Jeff à chaque fois qui nous dit Vincent, on a que tant de temps, tant de jours hommes, donc il faut que tu priorises, tu veux cette fonctionnalité ou cette fonctionnalité, il faut choisir. Et ensuite, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Ensuite, dès que notre backlog a été assez fourni, on a pu démarrer la réalisation. Donc on a travaillé en sprint de 2 à 3 semaines. Chaque sprint livrait une nouvelle version du produit. Et en gros, comment on a travaillé dans les grandes lignes. On a commencé par toute la partie technique, installation des environnements Liferay, des postes de développement, de l'intégration continue. Ensuite, on est parti sur la partie CMS. Puis on a travaillé sur les fonctionnalités un peu clés pour un intranet, donc l'annuaire, la fiche profil, la recherche. Et on a terminé par tout ce qui tourne autour du travail collaboratif. Suite à ça, on a pu mettre en production. Je passe quelques étapes, on a quand même fait une recette et test de perf, mais le jour de la mise en production, on a été victime de notre succès et voilà, on a eu des problèmes de perf. La mise en service, elle a été compliquée. C'est vrai qu'en plus, ça aidait pas, on était en pleine fusion, on avait 2 informatiques à l'époque, donc des gens qui se parlaient pas forcément, des directions qui ne savaient pas forcément où elles allaient pour tout ce qui était contenu. Donc on construisait une maison un peu sur un tas de sable, quoi. Donc on essayait de mettre des fondations, mais on n'avait pas des pieux qui allaient suffisamment profond. Donc parfois ça n'a pas été très évident. Et à un moment, Jeff a parlé d'annuaire. Et ça, je veux insister, puisqu'on est là pour faire des retours d'expérience. Nous, quand on avait fait les premiers appels d'offres avec différentes agences pour nous accompagner, il y en a une qui m'a dit « Oh, vous savez, un annuaire, attention, c'est un projet de 18 mois, un annuaire d'entreprise. » Moi, je lui ai un peu rayonné et force est de constater qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on a lancé le produit et notre annuaire d'entreprise, il est toujours pas speak and span, comme on dit, il est pas aux petits oignons, donc on a encore du boulot. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous créez un projet, il faut vraiment s'assurer que la base de données centrale, l'annuaire d'entreprise, soit vraiment solide et qu'il puisse être bien alimenté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pendant toute cette période ? Ensuite, suite à la mise en production, pendant 2 ans, donc on a une phase de stabilisation du produit. On a principalement fait de l'évolutif et du correctif.
Alors les sujets qui nous ont occupés pendant ces 2 ans, ça a été la compatibilité tablette, c'est-à-dire rendre l'application navigable sur tablette. Et pas web responsive. Hein. Et ensuite, on a travaillé sur l'amélioration de l'ergonomie de certaines portelettes collaboratives, hein, comme le wiki, la bibliothèque de documents. On a travaillé aussi sur l'amélioration de notre fiche profil, hein, qui est très importante au sein de l'intranet. Sur la mise en place de statistiques à destination de nos utilisateurs et de notre maîtrise d'ouvrage. Et on a aussi travaillé sur la mise en place d'un pilote de réseau social interne. Ce qui est important, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les 3-4 premiers mois, comme je vous l'ai dit, ça a été un peu difficile le lancement. Et ensuite, on a donc, grâce à l'équipe informatique, on a pu stabiliser le produit, ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir un outil qui tourne bien. Et en période, on a un plan d'économie qui est arrivé. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire tous les développements et tous les investissements qu'on a fait les 2-3 années précédentes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un outil solide qu'on peut bien évidemment faire évoluer et qu'on va faire évoluer. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur la phase de conduite du changement qu'on avait déjà initié mais qu'on entame. Un autre point que je voulais vous préciser dans le déploiement, ce qui est important aussi, c'est d'être vraiment bien clair dans l'entreprise sur les termes. Souvent, on s'est rendu compte dans les études que les gens, enfin les différents interlocuteurs que vous avez, ils utilisent des termes identiques, mais ils ne mettent pas les mêmes définitions derrière. Je vais vous donner juste un petit exemple. Chez nous, le consultant qui nous accompagnait, il me dit « Bon, ben Vincent, ton RSE, pour le réseau social d'entreprise », je lui dis « Ben non, on peut pas appeler ça RSE, parce que chez nous, RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, ou sociale et environnementale, comme vous voulez. » Je lui dis, ça c'est préempté par le côté RH. Il me dit, bah non, forcément, c'est évident. Je dis non. Donc là, on pouvait pas. Parce qu'au niveau de l'entreprise, 6500 collaborateurs, ça serait pas passé. Il me dit, bon, bah, c'est pas grave. T'as qu'à parler de réseau social interne, RSI. Sauf que dans l'univers de l'assurance de personnes et de la retraite complémentaire, le RSI, c'est le régime social des indépendants. Donc plus des 3/4 de l'entreprise comprendra autre chose. Donc c'est aussi pour ça que je vous montre ce schéma, parce que moi j'ai prêché ça ça fait 2-3 ans que je monte ce schéma à droite à gauche pour expliquer ce que c'est que l'intranet. C'est à la fois un intranet, ce qu'on appelle information-communication. On diffuse de l'info chaude, froide, des notes d'organisation, des actus, etc. Mais on va aussi avoir 2 autres parties. La partie travail collaboratif qui, elle, va nous permettre de mieux travailler ensemble, et la partie plus sociale. Ce qui amène à parler des communautés. Donc nous, on a lancé, c'était vraiment la grosse nouveauté par rapport à un intranet classique où on diffuse de l'information. On a lancé des communautés avec, là aussi, un point à retenir, c'est qu'il faut bien évidemment penser à la gouvernance de vos communautés. Est-ce que les communautés, on les ouvre comme on veut, comme dans certaines entreprises? Je sais que chez Bouygues Télécom, ils étaient intervenus dans des conférences. Eux, leur objectif à l'époque, c'était qu'on puisse créer une communauté en 3 clics. Nous, c'était pas du tout ça. Nous, on disait une communauté, ça doit être encadré. Il faut une note de cadrage ou une note d'intention qui dit, ben voilà, quelle va être ma population cible, qui seront les administrateurs, qui seront les contributeurs. Alors ça met des freins, mais ça évite que, comme dans certaines entreprises que je ne cite pas, on a dit, bah tiens, on va créer des communautés. En 1 an ou 2, il y en a 1800 qui ont été créées, mais il y en a que 200 ou 300 qui vivent. Donc nous, on en a une 40aine aujourd'hui. On en a une 20aine, alors c'est un processus assez long, mais on en a une 20aine qui vivent, et puis on en a une 10aine dans les tuyaux. Alors les différents types de communautés qu'on peut avoir chez nous, c'est des communautés métiers. On a une communauté, moi je travaille à la direction de la communication, la Comcom, la communauté des communicants, où on va partager des infos sur les différentes publicités, sur notre planning, sur pas mal de choses. On a des communautés projets, bien évidemment la communauté du projet intranet, qui est une de celles qui naturellement marche le mieux, où on va parler, par exemple, quand je suis dans une conférence, où on va partager nos expériences, on va échanger, on va faire des articles sur la vie du projet. On a des communautés de pratique, par exemple la communauté des animateurs de communauté, ou alors des communautés d'intérêt. Les communautés d'intérêt, c'est les gens, par exemple, on court pour les maladies orphelines. Les maladies orphelines, c'est un partenariat qu'on a où les gens soit courent, soit font du vélo, et derrière, ça crée des euros pour chaque kilomètre parcouru. Donc on va créer une communauté pour tous les gens qui participent à ce dispositif. Donc, et aujourd'hui, maintenant, on utilise dans ces communautés, on utilise des blogs, des wikis, des forums, des partages documentaires. Et ce qu'on essaye de dire aux personnes qui sont intéressées, c'est qu'il n'est pas utile de dire « Ah ben moi je veux ça, je veux un forum ». On leur dit « Ben quel est votre besoin ?» D'où la note de cadrage. Et derrière,
ces personnes utilisent les formats qui les intéressent. Nous, par exemple, moi j'utilise beaucoup le wiki dans notre communauté projet pour les comptes rendus, pour des tableaux qu'on va construire ensemble. Alors, et je vais aller encore plus vite, parce que le temps tourne. Ça, c'est vrai que ça fait appel aux problématiques de transformation digitale dont on a parlé. Alors, c'est vrai que quand je vous montre ça, la transformation digitale, ça c'était il y a très longtemps, mais il y en a, la plupart d'entre vous, je vois la salle, ont déjà connu ça. C'est-à-dire que avant, on n'imaginait pas. Aujourd'hui, quand je reçois la note de service du DRH qui nous envoie les congés les ponts pour l'année 2016, c'est un mail qui m'arrive en PDF. Il y a 10, 15 ans, 20 ans, ça arrivait, il y avait la secrétaire qui tapait ça, qui faisait signer, photocopie, hop, on mettait dans les bannettes, au courrier interne, et puis ça arrivait par papier. Donc il y a déjà pas mal de gens qui ont déjà connu une transformation digitale. Donc l'objectif maintenant, à travers le travail collaboratif et les communautés, c'est de les amener à, je sais qu'Atos, à un moment, ils avaient fait 0 mail parce qu'ils veulent tout passer par des communautés du travail collaboratif. C'est ça l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont déjà vécu ça s'est bien passé, et que maintenant, il y en a une autre, c'est le travail collaboratif à travers des réseaux sociaux d'entreprise ou des communautés. Bien évidemment, c'est toujours un peu compliqué et c'est mon rôle en tant que directeur de projet ou responsable du projet intranet, c'est d'évangéliser, de faire comprendre aux gens que il faut prendre un peu de temps pour se poser 5 minutes et derrière, ça leur fait gagner du temps. Parce que ça, je l'entends toute la journée. Non, excusez-moi, désolé, j'ai un métier, j'ai autre chose à faire. Alors ensuite, on va quand même juste vous refaire un petit retour très rapide sur ce qu'on a utilisé. Ça, c'est la partie de Jeff. Il nous reste 2 minutes et puis après, on conclura et on fera les questions-réponses. Alors, on va faire le tour des portlets qu'on a utilisés. Donc, pour la partie front CMS, donc on disait les grands classiques, la navigation, l'agrégateur de contenu et l'affichage de contenu web sur lesquels on a appliqué différents masques. Pour la partie travail collaboratif, donc on a utilisé les portlets les plus connus, le partage documentaire, le wiki, le blog, etc. Donc, on a pour chacun de ces composants, on a quand même fait des développements spécifiques pour faciliter l'ergonomie, car pour les utilisateurs de l'entreprise, c'est pas toujours facile de rentrer dans la logique des formats qu'on utilise. En back-office, on a à peu près tout utilisé. Au niveau du site, toute la partie collaborative, comme je viens de dire, la gestion des adhésions au site et toute la partie tag avec les catégories, les étiquettes. Au niveau du portail, on a utilisé tout ce qui concerne les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, et toute la partie que nous on appelle l'usine à site, donc les templates de pages, les modèles de pages et la gestion de nos communautés. Au niveau back-office, donc là ça parlera plus aux personnes qui sont administrateurs un petit peu haut niveau. Donc on utilisera tout ce qui est réindexation et l'accès aux propriétés du portail. Pour la mise en place de notre pilote RSI, on a utilisé le plugin Social Office. Alors l'avantage de ce plugin, c'est qu'il est directement couplé à l'écosystème Liferay. C'est-à-dire que si je fais partie de la même communauté que la personne qui poste un billet de blog, je le verrai apparaître sur mon mur. Par contre, ça complexifie un petit peu la solution. Et en termes d'ergonomie, on a pu noter que Liferay Social Office est un petit peu déroutant pour des personnes qui sont adeptes des réseaux sociaux classiques comme Twitter ou Facebook. Alors au final, ce qu'on a retenu de la solution, c'est qu'elle correspond à nos besoins, nos attentes. La partie CMS est assez simple, avec un minimum de formation, tout le monde peut poster un billet de blog ou un article. La gestion des droits et des rôles est adaptée à la complexité qu'on a chez nous. Pour la partie collaborative, les portlets natifs nous conviennent très bien, nous ont permis rapidement de mettre en place nos communautés collaboratives. Et enfin, toute la partie usine à site, qui est fournie par Liferay, nous permet en 3 clics de créer une communauté et de la mettre à disposition de nos utilisateurs. Et enfin, d'un point de vue technologique, cette solution était adaptée à notre écosystème technique. Alors aujourd'hui, on travaille, maintenant qu'on a une version stable, on travaille sur la montée de version. Donc, oui, parce qu'on avait lancé en janvier 2014, donc au bout de 2 ans, voilà, on a franchi le pas et on s'est dit qu'on allait passer vers 6.2. Alors EE, c'est entreprise, c'est ça ? Entreprise, c'est ça. Alors pourquoi monter de version ? C'est pour avoir une version à jour, et repartir sur plusieurs années de support premium. On fait un bond technologique, avec la version 6.2, on passe sur des techno web responsives, et on bénéficie aussi de toutes les avancées fonctionnelles et ergonomiques de l'application.
Alors au niveau des faiblesses, donc il y a des coûts de mise en œuvre, on a des environnements à installer, et il faut refondre toute notre partie front office, la partie spécifique, parce qu'on part d'une techno A vers une techno B. Et il y a aussi quand même un point qu'on avait appris ici lors du dernier symposium Liferay. On nous avait dit, c'est d'ailleurs dans nos comptes rendus, dans le wiki, c'est marqué tout le temps en rouge, on le garde à chaque fois. Quand on fait une montée de version, il faut éviter de faire du spécifique et de faire de nouveaux développements, parce que et aujourd'hui, on a quand même dû en faire encore, et on doit gérer tout le spécifique qu'on a développé. Alors on essaye de s'en défaire, mais c'est pas toujours facile. Au niveau des risques, très rapidement, donc ça demande une forte implication MO1. C'est pas un projet technique, on part sur une phase de projet longue. Il faut avoir une solution stable, on migre pas une solution mouvante. Et enfin, en termes d'opportunités, ce qu'on peut dire, c'est qu'on part sur une version plus optimisée, plus sécurisée, et surtout qu'on peut bénéficier des portlets du Marketplace 6.2. Alors très rapidement, les conseils qu'on vous donne, ça résume un peu tout ce que j'ai dit. Donc se faire accompagner d'experts tout au long du projet, pour qu'ils soient garants des bonnes pratiques et qu'ils soient là au lancement des sujets un peu complexes. Installer très rapidement les patchs de sécurité et correctifs pour être toujours à jour et éviter les bugs de production. Et enfin, on vous conseille aussi de partir sur la montée de version, pour bénéficier de tous les avantages, aussi bien techniques que fonctionnels. Mais attention aux coûts de mise en œuvre. Et dernier point, les conseils, ça c'est plutôt côté métier. Les communautés, ça demande beaucoup d'accompagnement. Il faut aussi bien insister sur la gouvernance, il faut se poser des questions dès le début. La partie accompagnement, il ne s'agit pas de balancer ça comme ça, il faut faire un plan de com, il faut aussi avoir des dispositifs de formation. Nous, avec le retour d'expérience, on se rend compte que c'est ce qui a manqué, pas le plan de com, mais l'accompagnement en termes de formation. Parce que comme disait Jeff tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour un utilisateur lambda de contribuer, créer un article, un billet de blog ou un article wiki. Et enfin, comme je vous l'ai dit, l'annuaire d'entreprise, ça c'est vraiment un point primordial. Et je rajouterai un dernier point, c'est l'engagement de la DG. Nous, il se trouve que le sponsoring de notre projet, c'était la DRH, la DIRCOM et la DSI. Et tout en haut, on avait le DG qui s'est énormément impliqué au lancement, sans qui on n'aurait pas pu avancer comme ça, surtout dans une période qui était un peu difficile, où là, le fait d'imprimer la direction et d'insister nous a permis d'avancer beaucoup plus vite. Voilà, merci à vous. J'espère que ça vous aura servi en termes de retour d'expérience pour vos prochains projets.